partager sur mon Facebook perso d'ailleurs aussi. Ça marche Ouais, comment? fais-le sur ton Facebook perso. Ok. Euh, Salut Julien, on est en live. on est en live, super. Salut Yes. Jules, ravi d'être là aujourd'hui. Ouais, ben super content d'être avec toi là du coup. Je vais voir en même temps donc comment partager ça. Enfin, je vais voir ça dans 2 minutes. Déjà, bah du coup voilà. Donc ce que je disais, je suis super content de te voir. Euh, J'avais proposé de t'interviewer parce que je trouve particulièrement inspirant la manière, enfin donc je t'ai vu évoluer sur les derniers mois, à la fois comment tu as pu mettre en place pas mal de choses dans ta vie pour développer ton activité, finalement pour avancer un petit peu vers tes rêves et pour toujours au fur et à mesure t'autoriser à voir plus grand, à élargir les possibles. Et enfin voilà, donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui sont avec nous, présenter ce que tu fais? Yes. Alors, par où je commence? On va dire que je vais commencer par le début. Je viens du sport de haut niveau. J'étais sportif de haut niveau de l'âge de 13 ans, de l'âge de, allez, on va dire 12 ans à 17 ans. Voilà, je voyageais partout dans le monde pour faire des tournois et je faisais partie des meilleurs Français. Mon rêve, c'était d'être champion de tennis. Et à 16 ans et demi, 16 ans et demi, 17 ans, entre 16 ans et demi et 17 ans, je me suis blessé en fait pendant 6 mois. Blessure au coude, je pouvais plus jouer au tennis. Donc là, j'ai dû repartir dans une vie normale, une vie qui me correspondait pas du tout. J'ai fait ma terminale au lycée et derrière, j'ai fait des études, fait la vie classique en fait. Où tu arrives dans une vie classique que t'as pas forcément choisie, mais tu vois tout le monde faire comme ça, donc tu fais. Tu fais, on te dit que tu vas gagner ta vie, entre guillemets, même si je pense que ce mot est bien erroné. Euh, et, et du coup, j'ai fini mes études et dès la troisième année de mes études, je savais que je pourrais pas tenir en fait. Je savais que ce serait ingérable pour moi, je serais inemployable tellement je déteste l'autorité, tellement je déteste faire des choses que j'aime pas. Et j'étais passionné par la pâtisserie, donc j'ai essayé de développer mon activité dans la pâtisserie, de créer un business sur la pâtisserie. Après, ça m'a saoulé. Donc après, j'ai créé un business sur la préparation mentale que j'ai toujours aujourd'hui pour les tennisman, qui me plaît, voilà, qui s'est bien développé. Et ça s'est super bien développé. En fait, en l'espace de 8 mois, je suis devenu un peu la référence de la préparation mentale en France sur Internet. Et du coup, des entrepreneurs ont commencé à me demander comment j'avais fait. Et j'ai développé, du coup, en parallèle, une autre activité pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur chiffre d'affaires tout en automatisant une partie de leur business. Euh, voilà. Voilà Yes. mon parcours rapidement. Ah, merci pour le partage. Du coup, enfin, peut-être pour un premier point que je trouve intéressant, si tu veux préciser un petit peu, c'est que tu disais donc qu'à la fin de tes études, tu voyais déjà, enfin, que c'était pas pour toi, que tu voulais pas de ça. C'est comment ça s'est passé pour toi de faire le premier pas vers l'idée de te dire, ben, je vais essayer de vivre d'autres choses. D'une certaine manière, je vais devenir entrepreneur, mais en faisant ce qui me plaît. En fait, j'ai une belle anecdote là-dessus. Puisque, en fait, pendant mes 5 ans d'études, on m'avait dit que c'était les études qui étaient chiantes, mais que quand tu ferais ton stage, tu verrais que tu pourrais appliquer les choses et qu'à ce moment-là, ça deviendrait intéressant. Donc moi, j'attendais avec impatience ce stage de fin d'études et j'ai réalisé qu'en fait, le stage de fin d'études, il était peut-être encore pire que les études. Et, euh, et comme j'ai dit, j'avais développé une vraie passion pour la pâtisserie, j'avais créé un blog sur la pâtisserie que je monétisais pas du tout, hein, c'était vraiment en temps libre, mais j'avais beaucoup de relations avec les marques, j'avais un blog qui était vraiment connu sur la pâtisserie, et du coup, à la fin de mes études, je devais finir mon stage de fin d'études le 27 septembre, et j'ai une société de production japonaise qui me contacte pour me demander d'aller passer un mois au Japon. Je suis filmé, je suis payé, et je vais manger dans tous les meilleurs restaurants du Japon pendant un mois. Donc ça, c'était vraiment le rêve. Et je me dis, Pouah, c'est incroyable, c'est trop ce qu'il me faut. Et du coup, je prends la décision d'y aller. Donc déjà, j'avais une relation petit garçon, euh, petit garçon autorité avec mon boss. Donc déjà, aller demander de pouvoir arrêter mon stage le 23 septembre au lieu de 27 septembre, j'étais paniqué, mais j'y vais. Et mon boss me dit, bah Julien, vas-y, génial, va faire ce mois au Japon. Et donc, je pars au Japon et j'avais un CDI qui m'attendait à la rentrée. À la rentrée
de ce voyage. Et en fait, au bout d'une semaine, je rencontre un producteur de riz japonais qui était le meilleur producteur de riz au Japon. Et, euh, et on passe une super journée avec lui. Et le soir, il nous invite en fait à manger chez lui. Et là-bas, on mange par terre au Japon, donc il y avait plein de plats par terre. Il avait fait genre 25 plats différents de riz et tout. Et j'étais touché par sa générosité, par son ouverture, parce que je connaissais pas du tout dans le monde de la banque. Moi qui venais du monde de la banque, l'ouverture de cœur, tout ça, c'était très éloigné de ce que je pouvais voir. Et je lui dis, je lui demande, il s'appelait Taku, et je lui demande, Taku, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu es passionné par cultiver le riz, en fait? Et au moment où je lui pose cette question, je le vois qui me regarde droit dans les yeux, qui me fixe vraiment droit dans les yeux et qui me dit, avec une larme qui coule sur son visage, qui me dit, Julien, c'est juste que je pourrais pas faire autre chose. C'est ma mission et je me lève tous les matins. C'est le but de ma vie, c'est de faire ça. Et mon but dans la vie, c'est que tout le Japon puisse avoir le meilleur riz du monde s'il y a une guerre ou quoi que ce soit. Et au moment où il me dit ça, je me dis, lui, il vit sa mission. Toi, tu vis un job juste pour faire plaisir à tes parents, juste pour faire plaisir à la société, juste pour être reconnu, pour avoir de l'argent. Et le soir, je rentre à l'auberge et j'envoie un mail direct, en fait, à la banque, sans prévenir personne dans ma famille ou quoi, pour leur dire, bah, écoutez, je ne veux pas de ce CDI, alors qu'à l'époque, c'était un CDI qui était payé plus de 4000, qui était payé, je crois, 4000 euros par mois net. Donc, quand tu as 22 ans et demi, ou peut-être 23, je sais plus. C'est énorme, en fait, pour un premier job, d'avoir ça et tout. Et je dis non, j'en veux pas. Et ça a vraiment été un déclic du coup. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, comment est-ce que tu fais pour vivre? Donc j'ai commencé au début à faire un peu de journalisme travailler pour une fille qui faisait du communiqué de presse dans la gastronomie. Donc j'ai tâtonné en fait. J'ai tâtonné à voir qu'est-ce qui me plaisait, comment est-ce que je peux gagner de l'argent au début avec ça, mais c'était pas gagner de l'argent, c'était comment est-ce que je peux survivre en faisant ce que j'aime. Au début, c'était vraiment euh, tout ce qui comptait pour moi, c'était de faire ce que j'aime. J'avais vraiment pas de notion d'argent. Je m'en foutais de l'argent. Tout ce que je voulais, c'était faire ce que j'aime. Donc, j'ai tâtonné, on va dire, pendant un an, en fait, un peu à galérer. Bon, j'arrivais à survivre avec l'argent que je gagnais, mais je mettais clairement pas de côté. Mais au moins, je faisais ce que j'aimais. Et pour moi, c'était vraiment important de faire ce que j'aime à ce moment-là parce que ça faisait 6 ans que je m'étais éteint totalement. 6 ans que je m'étais totalement éteint. J'avais eu la chance de vivre une vie extraordinaire de 12 ans à 17 ans grâce au sport de haut niveau. Et boum, d'un coup, tu retournes dans une vie qui te correspond pas. Euh, une vie de merde, en fait. J'étais vraiment dans une vie qui était une vie de merde pour moi. Après, c'est pas, je dis pas que le salariat, c'est une vie de merde. Je dis juste que pour moi, là où j'étais, c'était une vie de merde. Et, euh, et donc voilà, ça a été un vrai déclic. Et après, j'ai tâtonné, jusqu'à trouver de plus en plus ce que j'aime. Et de toute façon, je pense que c'est un chemin. Tu peux jamais trouver à fond ce que t'aimes. Et je pense que beaucoup de gens ne changent pas vers ce qu'ils aiment plus que ce qu'ils font actuellement parce qu'ils cherchent absolument la pépite, le truc où ils se disent c'est sûr, je fais ça jusqu'à la fin de ma vie. Et la réalité, c'est que les activités que je fais aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, j'arrête en fait. Mais au moins, ça me remplit aujourd'hui, j'adore ce que je fais, je crois dans ce que je fais et je nourris mes valeurs dans ce que je fais. Et comme tu disais, je pense que j'ai effectivement eu une belle ascension ces derniers mois, cette dernière année en termes de croissance, que ce soit en termes d'audience, en termes de finances, en termes de tout ça. Mais pour moi, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'avoir essayé et au début d'être passé par des trucs qui ne me correspondaient pas. Yes. Merci. Mais en fait, pour faire ce choix, c'est que pour moi, c'était pas deux options à choisir. C'était juste, il y avait qu'une option qui était viable. L'autre, c'était, je pouvais pas vivre en fait. C'était même plus de la vie, c'était de la survie mentale en fait. Donc pour moi, c'était pas vraiment un choix, c'est genre juste regarder les choses en face et voir à quel point ta vie aujourd'hui tu l'aimes pas. Et en voyant à quel point cette vie tu l'aimais pas, enfin pour toi ça a été une évidence du coup de te dire, enfin je vais dans cette autre direction malgré d'une certaine manière, enfin toutes les peurs, toute l'insécurité qui peuvent y être liées. Ouais, c'est ça. À l'époque, je pense que je me rendais pas compte vraiment de l'insécurité financière, puisque j'avais pas mal fait de jobs de fin d'été, donc j'avais, on va dire, un peu d'argent de côté pour vivre.
Mais c'était plus effectivement l'insécurité par rapport au regard des autres, puisque justement, quand je fais ce choix de partir dans la pâtisserie, dans le monde de la pâtisserie, de la cuisine et tout, de commencer à faire un peu de journalisme et tout, de créer mon blog, après d'essayer de vivre de mon blog, bah, ce qui se passe, c'est que je me souviens, un jour, je déjeune avec mon grand-père, et mon grand-père, c'est un peu mon modèle, il part de rien, il a créé une entreprise de 400 personnes, alors qu'il partait de rien, il dormait dans sa voiture à 27 ans. Et pour moi, ça, j'ai pas connu mon père, donc mon grand-père, c'est vraiment un peu le modèle masculin que j'ai pu avoir. Et, euh, et un jour, on déjeune ensemble comme ça, donc je le voyais, on va dire une fois tous les 2 mois, et il me regarde droit dans les yeux avec un regard de personne de l'ancien siècle, on va dire, qui peut être dur, et qui me dit, Julien, quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Mais pas en rigolant, en fait. Vraiment, genre, tu déconnes, j'ai limite honte de toi. Voilà. Et à ce moment-là, c'était il y a 2 ans, il me dit, quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Aujourd'hui, il parle de ce que je fais à tous ses amis. Il parle même de ce que je fais aux gens. Il rencontre des gens de 40 ans qui sont dans le milieu. À chaque fois, il dit, bah tiens, je te donne le numéro de mon petit-fils, tu devrais aller voir ce qu'il fait. C'est super, il aide les entreprises à se développer et tout. Et aujourd'hui, il adore ce que je fais. Il cherche même à comprendre. Pendant un moment, il était abonné à ma newsletter à 93 ans. Il lisait tous mes articles, toutes mes vidéos et tout. Donc voilà, c'est assez drôle. Yes. C'est. Enfin, du coup, ça me fait me demander. Enfin, tu parlais, enfin, de l'insécurité financière, aussi du regard des autres. Enfin, et donc là aujourd'hui, enfin voilà, t'as passé ce cap d'une certaine manière. Enfin, ça a changé le regard de tes proches aussi qui doutaient au début. Est-ce que tu peux parler un petit peu peut-être de justement comment ça s'est traduit pour toi de réussir à traverser cette insécurité, à réussir malgré le regard des autres, à te dire, enfin, comment tu fais pour avancer malgré ce regard? Comment est-ce que tu y vas et ça a été quoi les pas qui t'ont permis de t'affirmer là-dedans, de te sentir plus à ta place et d'assumer finalement de suivre cette voie malgré ce qu'on pouvait penser de ça? On va dire que je pense déjà qu'il y a une partie de moi qui a jamais voulu être comme les autres et du coup qui était content de pouvoir sortir d'un cadre même si c'était pas une réussite sociale. Donc il y a une partie de moi qui était fière en fait, même si elle gagnait pas d'argent, même si elle galérait au début, une partie de moi qui était vraiment fière d'être différent et d'oser faire des choses différentes. Puisque depuis tout petit j'ai toujours fait des choses différentes, que ce soit à travers le sport, à travers plein de choses. Donc il y a une partie de moi qui aimait ça et il y a une deuxième partie de moi qui est je suis quelqu'un d'assez, on va dire, individualiste et solitaire. Donc, pour moi, c'était genre juste, c'était mon côté compétiteur qui ressortait. Chaque fois que quelqu'un me disait, mais c'est ridicule ce que tu fais. Les gens te le disent jamais, mais genre, tu vois, quand tu leur expliques ce que tu fais, ok, ils sourient un peu, ils comprennent pas trop et ils te disent c'est bien pour te flatter, mais tu sais très bien quand une personne te flatte ou quand une personne aime vraiment ce que tu fais. Et, et donc, moi, à chaque fois qu'une personne me disait ça, je me disais vraiment, écoute, tu ne crois pas en moi, ben, je vais te montrer. Tu ne crois pas en moi, je vais te montrer. Tu verras dans 2 ans. Tu verras dans 3 ans. Tu envieras ce que je fais. Donc, il y avait vraiment une partie de moi revancharde et compétitrice qui m'a aidé. Voilà. Je sais que dans le monde du développement personnel, on dit que tu dois pas avoir de côté revanchard, de côté compétiteur. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le côté compétiteur t'aide énormément et je suis pas du tout contre la compétition, puisque d'ailleurs, la compétition dans le sport euh, est souvent basée sur le fair play aussi. Donc, au contraire, la compétition pour moi aide à te dépasser et aide à faire évoluer ton activité, ton domaine d'activité, ton pays, l'humanité, plein de choses. Donc, voilà pour cette petite parenthèse, mais je pense que c'était vraiment ce côté compétiteur que j'ai été ressortir pendant ces premiers mois où personne ne croyait en moi. Et de toute façon, j'étais sûr que ça marche pas. Je trouverais une solution parce que de toute façon, je pouvais pas vivre autrement. Je pouvais pas vivre autrement et j'avais pas le choix. Et une autre chose, c'est je me suis énormément formé pour me mettre vraiment dans un environnement virtuel en fait, un environnement virtuel de gens qui pensent différemment, de gens qui ont du succès. Parce qu'à l'époque, j'avais pas ce fameux environnement dont on parle dans le développement personnel, que tu dois avoir des gens
voilà, des gens positifs, tous ces gens-là. J'avais pas ça. Donc, tu es obligé de te le créer et je me suis vraiment créé ça. Tous les matins en allant courir, j'écoutais 3 quarts d'heure de motivation speech, donc des trucs de Eric Thomas, tous les Américains comme ça. Donc, je me suis vraiment mis dedans et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé. Euh, je, je vivais dans un autre monde en fait. Je vivais dans mon monde que je m'étais créé. Et ça m'a énormément aidé. Je me suis également fait j'ai pas pris de coaching au début, mais par contre, j'ai suivi énormément de formations pour continuer à croire que c'était possible, trouver de nouvelles stratégies, trouver de nouvelles façons de développer mon activité, trouver de nouvelles façons de réussir. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, c'est. Yes, je trouve ça particulièrement intéressant, cette idée de se créer une bulle, de vraiment se créer un environnement. Est-ce que, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont un peu dans cette optique de se dire j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer, mais qui n'ont pas l'environnement, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais leur conseiller, au-delà donc, tu as parlé de des speech motivation speech. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui t'ont aidé, peut-être des outils, des pratiques qui ont vraiment fait une différence à ce moment-là de ta vie et de cette transition? Outils et pratiques, non, et ça va déculpabiliser pas mal de monde, je pense, parce que hier, d'ailleurs, je faisais un test qui est assez intéressant pour toutes les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'en profite. Ça s'appelle howtofascinate.com. Donc, c'est en anglais, ça coûte 38 € et ça te permet de comprendre ton profil et de voir comment tu fonctionnes, comment tu peux attirer les gens, comment tu peux vraiment, dans ta communication, être davantage magnétique en capitalisant sur tes forces. Donc, c'est assez intéressant à faire. Et justement, dans ce profil que j'ai fait hier, mon point faible, en fait, c'est justement ce côté aller faire des choses qui demandent beaucoup de discipline et tout. Voilà, ça fait partie de mon profil, c'est quelque chose dans lequel je suis pas bon. Donc, j'ai fait le Miracle Morning, je l'ai fait pendant 1 semaine, j'ai arrêté. J'ai fait de la méditation, j'ai fait pendant 2 semaines, j'ai arrêté. Donc, j'ai essayé plein de trucs, mais je pense clairement que c'est pas ces choses qui m'ont aidé, puisque il y a peu de choses que j'ai réussi à tenir dans le temps. Même aujourd'hui, je médite pas. Ce que je fais, c'est par contre, un truc qui m'a aidé, je pense que c'est de faire des exercices où tu définis qui tu es dans 5 ans, qui tu es dans 3 ans, qui tu es dans 10 ans, puisque à l'époque, pour moi, Julien Musi, c'était un paumé, en fait. L'identité que j'avais, j'étais paumé, en fait. Je savais pas ce que j'allais faire, j'étais en vague étudiant qui sortait de ses études et qui avait pas trop d'idées de ce qu'il allait faire. Et pour moi, d'ailleurs, l'identité de l'entrepreneur, c'était le gars qui a 40 ans, qui a un costard et qui a déjà des centaines de milliers d'euros sur son compte en banque. Et le problème de ça, c'est que du coup, je me sentais tellement distante de ça que je pouvais pas m'imaginer entrepreneur. Donc, vraiment travailler sur mon identité, travailler sur qui je suis, puisque ce que j'ai compris à travers les différentes formations que j'ai suivies, et aussi à travers mon expérience, c'est que qui tu penses être détermine ce que tu vas t'autoriser à faire, ce que tu vas t'autoriser à viser et les limites que tu vas avoir dans ta vie. Donc, travailler sur ton identité, sur qui tu es, m'a énormément aidé. Voilà, et je continue encore à le faire aujourd'hui. Tous les matins, je lis l'identité que j'ai dans 5 ans au présent. Voilà. Et c'est énorme, notamment pour des entrepreneurs qui vont viser un chiffre d'affaires. Donc là, je le parle par rapport à l'argent, mais je pense que c'est très efficace par rapport à tout. Mais par rapport à l'argent, par exemple, tes standards en termes d'argent déterminent combien tu gagnes. Si dans ta tête, tu vaux 2 000 €, tu gagneras 2 000 €. Et si par exemple, tu signes un contrat à 2 000 € dès les 3 premiers jours du mois, inconsciemment, tu vas rien faire durant le reste du mois. C'est aussi simple que ça. Et je sais que ça paraît un peu New Age ou truc comme ça. Le truc, c'est que ça marche. Donc voilà, vraiment travailler sur mon identité m'a énormément aidé. Après méditation et tout, ça m'a pas aidé puisque c'est pas que ça m'a pas aidé, mais c'est que je pense que j'en avais pas besoin puisque j'avais déjà ce côté guerrier, ce côté sportif de haut niveau, ce côté où de toute façon rien ne m'arrêtera. C'est pas ce dont j'avais besoin. Ce que j'avais besoin, je pense, c'était plus d'avoir des stratégies et d'oser croire en moi sur autre chose que le sport. Ouais. Tu parles de l'importance de l'identité. Je partage assez ce point de vue et je serais curieux de savoir, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote concrète d'un moment où tu t'es autorisé à changer
comment tu t'imaginais, dans quelle identité tu te représentais, et où ça a vraiment d'un coup débloqué quelque chose, où ça a fait une différence tangible dans ta vie. Clairement, j'en ai plusieurs. Euh, le premier qui est évident, hein, c'est par rapport à... J'étais quelqu'un de timide. Je me considérais, je me voyais comme quelqu'un de timide et comme quelqu'un qui ne parlerait jamais en public. Pourquoi? Parce que j'avais les souvenirs de moi en exposé à l'école à 13-14 ans, où les autres se foutaient de ma gueule parce que, en fait, je tremble toujours. Même aujourd'hui, je tremble. Et, euh, et du coup, bon, je tremble pas parce que ça va, je suis hyper à l'aise. Mais dès que je commence à être un petit peu stressé, un de mes symptômes, ça va être de trembler. Donc, à 13-14 ans, quand je faisais un exposé, bah, j'avais la feuille qui tremblait comme ça. Et du coup, tu as tout le monde qui se fout de ta gueule. Et j'avais ces souvenirs-là de prise de parole en public. Et, euh, et donc, j'avais associé ça. Pour moi, c'était Julien. Julien, c'est quelqu'un qui est pas à l'aise en public, qui socialement est très mal à l'aise, qui sait pas connecter avec les gens et tout. Et j'avais occulté toute une partie de moi qui avait cette capacité à créer de la relation très rapidement. Euh, j'ai toujours eu cette facilité à créer de la relation en one-to-one avec les gens très rapidement. Et ça, j'avais oublié tout ça. Et donc, le jour où mon rêve, entre guillemets, mon rêve au début, c'était vraiment de faire des conférences devant 1000 personnes, tout ça. C'était plus au niveau de pouvoir inspirer, donner un message. Et ce rêve demandait que je fasse l'effort de faire de la prise de parole en public, de tout ça. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas le choix, je devais aller faire une conférence. Donc, pour moi, la meilleure façon de changer ton identité, c'est d'avoir un objectif. Puisque si tu n'as pas un objectif qui est important pour toi, qui te porte, bah, changer son identité, ça demande de passer par l'inconfort, de passer par l'inconnu et d'affronter ces peurs-là. Donc, si c'est pas relié à quelque chose qui est important pour toi, tu n'as aucune raison de le faire. Donc, pour moi, c'était faire ma première conférence, par exemple, et ça a débloqué plein de choses. Aujourd'hui, je me rends même plus compte quand je parle en public ou pas. Tu vois, là, dans ma tête, je suis même pas conscient qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder, qu'il y a des gens qui peuvent regarder cette vidéo ou quoi, en fait. Et, euh, et donc ça a vraiment été pour moi un des énormes shifts. C'était, j'avais cette identité timide et mon rêve m'a obligé à aller prendre la parole en public, en fait. Et aujourd'hui, je fais des conférences sans, voilà, j'ai plus aucune émotion dans une conférence. Si j'ai un petit peu de peur pendant la première minute, mais voilà, je sais que c'est normal. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Yes, j'aime, enfin, ça me parle beaucoup cette idée d'avoir un objectif, même tu parlais d'avoir un rêve. En fait, je serais curieux de savoir, parce qu'on a pas mal parlé de ton cheminement, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te drive d'une certaine manière? Qu'est-ce qui te pousse à aller plus loin, à voir plus grand? Et qu'est-ce que en termes de connexion à justement ces rêves, ces objectifs, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui ont l'impression parfois de manquer de motivation ou de ne pas réussir justement à trouver cette énergie de se dépasser et d'y aller? Moi, je pense que la première chose, ça serait de s'autoriser à avoir des rêves qui sont pas bien, entre guillemets. Parce que le problème, c'est que quand tu définis tes rêves, tes objectifs, tu as un petit programme en arrière-plan qui te dit oui, mais ce rêve, il est pas cool ou quoi. Si ton rêve, c'est d'avoir 1 million sur ton compte en banque et d'avoir une Ferrari et de pouvoir t'acheter des prostituées et que c'est ça qui te drive, bah, avance vers ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir s'autoriser à avoir un rêve qui soit un rêve qui te drive, même s'il n'est pas bien au sens des autres. Parce que ce qui se passe, c'est quoi qu'il arrive, tu auras toujours des gens qui seront là pour critiquer ton rêve, pour dire que c'est nul. Que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport, par exemple, si tu veux changer le monde en termes d'écologie, tu auras des gens qui vont te dire que l'écologie, ça sert à rien et que ça pose autant de problèmes que ça n'apporte de solutions. Donc, c'est vraiment s'autoriser à avoir tes rêves en lâchant tout ce que tu dois faire, tout ce que tu ne dois pas faire, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien. Par exemple, moi, une de mes premières motivations, c'est de m'acheter une super maison avec piscine à débordement au bord de la mer. Voilà, c'est très égoïste comme rêve. Et du coup, je connecte ça à qu'est-ce que je peux faire qui me nourrit, qui me plaît pour atteindre mes rêves. Et ça paraît très égoïste comme vision, mais je m'en fous puisque moi, ça me drive et ça me permet d'apporter encore plus de valeur avec mes clients puisque quand je suis connecté à ça, ça me donne encore plus envie
de servir, de donner le meilleur, parce que je sais que plus je donne le meilleur, plus mes clients ont de la valeur, plus ils rachètent, et c'est un cercle vertueux. Alors que si je me connecte absolument à je dois, je sais pas, un rêve qui va être d'aider chaque personne de façon individuelle et voilà, aider chaque personne à réaliser son rêve. Bien sûr que ça me parle, ça. C'est quelque chose qui me parle, mais c'est quelque chose qui me parle que si c'est soutenu par un rêve égoïste. Voilà. Et c'est aussi en fonction de chacun des profils. Moi, je sais que j'ai un profil hyper individualiste. Je viens d'un sport de haut niveau en compétition qui est individuel, donc j'ai été formaté à penser comme ça. Et du coup, c'est pas grave, mais c'est juste s'autoriser à aller voir le rêve qui est vraiment le sien, pour les raisons qui sont vraiment les siennes, pas celles que tu dois faire ou celles qui vont plaire à tes parents. Yes. Et pour les personnes, enfin, du coup, je vois souvent des personnes qui ont un petit peu de mal justement à se relier, à trouver, enfin, ce type de rêve qui leur parle vraiment à elles et qui ne sont pas plus les rêves de la société. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont aidé à te connecter aux rêves qui te parlent, ou alors est-ce que tu aurais des conseils simplement Ouais. par rapport à ça? Déjà, moi, je crois pas à ça, en fait. Je crois pas au fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas de rêve, qui ne trouvent pas de rêve. J'y crois pas. Pour moi, c'est du bullshit. C'est une histoire qu'elles se racontent. Et c'est quelque chose qui les maintient et qui leur permet de ne pas aller faire des choses inconfortables. Voilà, c'est une belle excuse qui leur permet de rester dans leur zone de confort et de prendre un peu plus de temps à ne pas aller vers ce dont elles ont envie. Parce que, au final, ce dont elles ont envie, c'est quelque chose d'inconnu. Alors que ce qu'elles font actuellement, même si ça ne leur plaît pas, c'est quelque chose qui est connu. Donc, voilà, déjà par rapport à ça, pour moi, c'est faux. Toutes les personnes savent ce qu'elles ont envie, c'est juste que des personnes vont soit croire que c'est pas possible, que c'est impossible pour elles, qu'elles ne peuvent pas le faire, soit c'est parce qu'elles se mentent à eux-mêmes. Mais, par exemple, moi, les rêves que j'ai aujourd'hui, c'est même plus des rêves, c'est des objectifs, on va dire. Mais au début, c'était des rêves qui me paraissaient inatteignables. Et ce qui se passe, c'est que si tu penses que ton rêve est trop inatteignable, si tu n'as pas fait des premiers pas, ce qui se passe, c'est que tu vas même pas t'autoriser à le rêver parce que tu penses que c'est impossible. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de ne pas se prendre la tête au rêve là-bas, juste avoir une idée de ce qui te plaît. Parce que ce que je me rends compte, c'est que depuis 1 an et demi, j'atteins de plus en plus ce que je veux. J'atteins des objectifs que je pensais même impossibles il y a 1 an et demi. Et je me rends compte que je m'étais dit que quand j'atteindrai cet objectif, je voudrais ça. C'était pour cette raison que je le voulais. Et en fait, quand j'atteins l'objectif, ok, en fait, je m'intéresse, je m'en fous. C'est pas ça qui me drivait. Je croyais que c'était ça qui me drivait, mais en fait, c'est pas ça. Notamment par excusez-moi, notamment par rapport à l'argent. Je pensais que quand je gagnerais tant d'argent, ça serait génial et tout. Et en fait, c'est génial, mais pas pour les raisons pour lesquelles. Donc, je pense que ce qui est hyper important, ça va être de s'autoriser à croire en ton rêve, même s'il te paraît impossible et même si tu n'es pas sûr. T'es figé, Jules, donc je sais pas si tu m'entends encore. Ouais, je te voyais figé aussi juste avant, mais je continue à t'entendre, donc je pense que ça doit être bon. Ok. Ouais, ça doit être bon. Du coup, ouais, vraiment ça que je conseillerais, c'est croire en ton rêve. Je t'avais perdu le son rêve en faisant des premiers pas. Peu importe si ton rêve, tu le penses impossible, porte de que ce rêve, t'es pas sûr que ce soit le bon et que si ça se trouve dans 2 ans, ça sera plus le bon rêve. Parce que le rêve, il n'est pas là. C'est Robbins qui dit ça. C'est ton rêve, il n'est pas là pour, il n'est pas là pour le réaliser. Il est là pour t'aider à devenir une nouvelle personne, t'aider à devenir la personne que tu as envie de devenir. Donc au final, on s'en fout que dans 2 ans, tu changes de rêve ou quoi que ce soit. Et on s'en fout aussi que tu puisses l'atteindre ou pas. Ce qui est important, c'est qu'il te motive et qu'il te pousse à faire ce que tu as vraiment envie. Simplement de trouver cette idée de rêve et puis de se mettre en chemin finalement pour, dans la foulée, devenir une nouvelle personne. Et puis, peu importe si le rêve... Ouais, je dirais... Ouais, je dirais même pas trouver le rêve, parce que le rêve, les personnes qui nous regardent, elles l'ont déjà, en fait.
se mettre en chemin, voir c'est quoi la première étape. Et je sais que je pense qu'il y a beaucoup de gens dont le rêve demande une remise en question professionnelle et une reconversion professionnelle. Et t'as pas besoin de tout claquer du jour au lendemain. Moi, j'ai tout claqué du jour au lendemain parce que je suis un peu extrémiste dans toutes mes décisions, de toute façon, que ce soit dans ma vie perso ou pro. Mais pour des profils qui ont vraiment besoin de sécurité, attention aussi à ne pas se mettre dans un profil qui a besoin de sécurité juste pour se rassurer. Mais certaines personnes ont vraiment besoin de plus de sécurité que d'autres. Bah, pour ce type de personnes, ça peut juste être un premier pas. Ok, peut-être le week-end, je peux aller découvrir ça ou quoi que ce soit. Par exemple, moi, pendant mes études, ce que je faisais, c'est que pendant toutes mes vacances et parfois pendant le week-end, j'allais travailler dans des pâtisseries. Voilà. Parce qu'à l'époque, mon rêve, c'était d'être chef d'un grand palace parisien, d'être chef cuisinier d'un grand palace parisien. Voilà. C'était mon rêve de l'époque. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que même si c'est pas le bon rêve, si tu avances vers là, bah, ça t'aide à te voir comme une personne qui peut avancer vers ce qu'elle peut faire, bah, vers ce qu'elle a envie de faire. Et c'est hyper important puisque ça m'a montré, même si au final, je fais plus de pâtisserie, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Je fais un gâteau tous les 6 mois pour vraiment quand ma copine me le demande. Mais même si ça ne m'intéresse plus, bah, ça m'a aidé à développer plein de choses parce qu'à la base, ma passion, moi, c'était de rencontrer des chefs extrêmement connus, tout ce qui tournait autour vraiment de l'excellence en pâtisserie et en cuisine. Et du coup, à cette époque, déjà, j'avais commencé à faire un effort par rapport à cette identité de timide et à aller rencontrer des gens que je ne connaissais pas, à aller envoyer des mails. Et tout ça, c'était motivé uniquement par l'énergie de l'envie, l'énergie du désir, l'énergie du rêve. Et donc, peu importe que ça soit le bon ou pas, ça m'a aidé à développer énormément de choses. Et toutes les expériences de la vie, à partir du moment où tu t'autorises à y aller vers ces expériences de la vie, t'aideront pour le reste de ta vie, peu importe qu'elles soient sous la forme où tu les as attendues. Par exemple, moi, le sport de haut niveau, souvent les gens me demandent, quand tu rencontres un sportif de haut niveau qui était, par exemple, j'étais entre numéro 1 et numéro 2 français de l'âge de 13 ans à 16 ans, donc j'ai vraiment la possibilité de pouvoir être pro. Les gens, à chaque fois, me demandent « Et Julien, tu regrettes pas de ne pas avoir été pro ?» Mais non, parce qu'en fait, on s'en fout d'avoir été pro ou pas. Ce qui est dingue, c'est de voir ce que ça m'apporte aujourd'hui, la détermination que ça m'apporte, la persévérance que ça m'apporte, le côté compétiteur que j'ai. C'est juste que c'est sous une autre forme. Mais ça m'apporte encore aujourd'hui énormément. Et c'est aussi casser la putain d'illusion que tu dois absolument rester dans le truc si tu t'es lancé dedans. Non, ça te fait chier au bout de 6 mois, tu changes. Voilà, c'est tout. Tu vas pas mourir, au contraire, ça t'a aidé énormément et voilà. Et ce qui est sûr, c'est que si tu sens que tu dois changer, mais que tu ne changes pas, par exemple, si tu te lances pendant 6 mois dans un truc et qu'au bout de 6 mois, tu sens que ça te saoule, bah, si tu te forces à rester dans ce truc, tu vas mourir à petit feu. C'est ce qui m'est arrivé il y a 1 an, en fait, dans la pâtisserie, quand au début j'avais commencé ça marchait bien en plus. Enfin, ça marchait bien au niveau où j'étais à l'époque. Et je sentais que commencer à écrire un article en pâtisserie et tout à cette époque, ça commençait vraiment à me prendre de l'énergie. J'y pensais pendant 3 jours. Je me disais, putain, Julien, faut vraiment que tu écrives un article et tout. Et bah, au bout d'1 mois à souffrir, à me dire, Julien, faut que tu fasses ça, il faut. Mais je sentais que c'était à l'opposé vraiment de ce que je voulais dans l'instant. Bah, à force de me dire ça, un jour, je me suis dit, ok, tant pis, tu t'assois sur 2 000 € par mois, c'est pas grave. Au moins, tu te sens bien et tu peux développer quelque chose d'autre. Et j'aime bien cette vision qu'on a tous les deux, Jules, de la procrastination, qui est que la procrastination, c'est juste parce que tu fais quelque chose qui est en dehors de tes valeurs. Voilà. Tu ne l'as pas relié à tes valeurs. Donc c'est vraiment ça, c'est s'autoriser à aller vers l'inconnu, pas dans le plaisir d'aller vers l'inconnu, mais si tu sens qu'il y a une partie de toi qui te dit vas-y, c'est vraiment y aller, parce que sinon tu le regretteras. Et aussi pour reprendre une question que tu m'as posée au début, dont je n'ai pas parlé, mais qui est, je pense, hyper important et qui a déclenché un déclic chez beaucoup de personnes qui sont venues à mes conférences ou quoi, c'est quand j'étais justement dans ma dernière année d'études, je tombe sur une étude de Bronnie Ware qui dit que 95% au dernier jour
95% des gens au dernier jour de leur vie disent je regrette de ne pas avoir osé. Et cette étude, elle m'a suivi pendant 2 ans, en fait. Pendant 2 ans, j'avais toujours ça en arrière-plan en me disant, OK, je viens. Même si c'est inconfortable, même si tu as peur, même si c'est dur, même si tu sais pas si tu vas réussir, bah, fais en sorte que tu sois pas dans ces 95% qui regrettent. Il y a cette phrase, enfin, qui rejoint, mais avec un regard légèrement décalé, mais qui chaque fois que je suis face à quelque chose comme ça, cette petite voix qui me dit, mais qu'est-ce qui te rendra fier de toi à la fin de la journée ou à la fin de ta vie comme décision à prendre maintenant? C'est ça. Et je pense qu'en fait, on a tous nos phrases qui sont différentes. Moi, par exemple, en fait, c'est des ancrages que tu as eu d'une façon consciente ou inconsciente. Mais moi, par exemple, quand j'étais euh, en sport-études, on avait un super préparateur physique. Franchement, c'est une personne qui a énormément marqué ma vie et marqué ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de me comporter, que je remercie encore aujourd'hui. Et il s'appelait Charlie. Et Charlie, quand on s'entraînait, puisque tu vois, on s'entraînait à l'époque, on faisait 2 heures de prépa physique par jour, plus 4 heures de tennis, donc on faisait des bonnes journées quand même de 6-7 heures de sport. Et tous les jours, hein. Tous les jours. Et bah, il y a des fois, la prépa, à l'époque, on aimait jouer au tennis, tu vois, la prépa physique, on détestait ça. Et quand on en avait marre et tout, à aucun moment il nous disait, allez les gars, vous faites ce tour supplémentaire, vous faites ces 10 minutes supplémentaires. Il nous posait juste une question. Il nous disait, tu fais comme tu veux, tu peux arrêter. La seule question, c'est est-ce que tu veux être fort ou pas? Et pour nous, en tant que sportifs de haut niveau, la force, c'est une valeur importante. Donc, il avait juste à nous poser cette question. À aucun moment, il nous a forcé à aller finir l'entraînement ou quoi. Il nous disait juste, moi, ça m'est égal. Est-ce que tu veux être fort ou pas? Et tu avais le choix. Tu pouvais partir de l'entraînement, mais personne partait, en fait. Donc, aujourd'hui, je sais que je me répète souvent, encore dans le sport, par exemple, quand je m'entraîne, c'est, OK, je viens. Est-ce que tu veux être fort? Et je pense que toute ma vie, cette phrase, elle me suffira à me bouger le cul. Voilà. Yes. Merci, Charlie. Merci à lui. Je trouve ça, ouais, enfin, ça me passionne même cette idée que certaines personnes, certaines rencontres comme ça puissent marquer notre vie, mais aussi l'idée que finalement, ces rencontres qui marquent notre vie, généralement, ce sont des personnes qui s'autorisent elles-mêmes à vivre ce qui est juste pour elles. Et, enfin, et ça me fait penser à ce texte de Marianne Williamson, enfin, je pense que tu connais, qui est enfin, souvent attribué du coup à tort au discours enfin, d'introduction, d'intronisation à la présidence de Nelson Mandela, mais voilà, qui dit que notre plus grande peur, c'est de nous autoriser à briller et à vivre vraiment, enfin, à assumer pleinement qui on est, et que ce faisant, on permet aux autres de s'autoriser à révéler leur propre lumière aussi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui te parle aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, par exemple, euh, c'est c'est dingue en fait de voir l'impact que tu as sur les gens, même sans être coach ou quoi que ce soit, même sans les coacher ou sans quoi que ce soit, juste en faisant les choses. Et juste en faisant les choses, je reçois régulièrement des personnes, des messages de personnes, genre à qui j'ai même pas parlé depuis genre 3-4 ans, tu vois, qui suivent de loin ce que je fais. Je sais même pas ce qu'elles suivent ce que je fais. Elles me disent merci Julien, grâce à toi j'ai fait ça. Mais la réalité c'est que je savais même pas que tu me regardais. Tu vois. Je savais même pas que tu me regardais ce que tu faisais, donc que tu me regardais faire ce que je fais. Donc c'est dingue en fait, ouais, l'impact que tu as sur les gens autour de toi. Et moi, par exemple, ma mère a décidé de vivre de sa passion qui est le dessin, alors que tout le monde lui a toujours dit qu'elle était douée en dessin, mais elle faisait juste des dessins pour elle-même et elle s'est jamais autorisée à faire tout ça. Donc, ouais, c'est dingue. Mon grand-père aujourd'hui lit des livres sur le dernier livre qu'il a lu, c'est la vie après la mort, l'invisible, les trucs comme ça. Alors que mon grand-père, c'est plus cartésien, tu meurs, tu vois. Mais aujourd'hui, il s'intéresse à tout ça. Donc, c'est vraiment, pour certains, ça peut être une vraie motivation d'impacter les autres, tout en sachant que
au début, de toute façon, t'impactera personne et les gens vont te juger et que ça fait partie du jeu. Voilà. Yes. Bon, on approche des 40 minutes, du coup. Je te propose qu'on s'arrête à peu près là. Sauf si, est-ce que tu aimerais partager peut-être une dernière idée, un dernier message aux personnes qui nous regarderaient? Quel est, que tu peux me décrire juste rapidement une, une personne que tu as en tête, sans citer son nom, mais un peu comment elle agit, ce qu'elle vit actuellement? Ouais. Alors, j'ai en tête une personne, du coup, qui se pose la question depuis un moment de quitter son job, qui a enfin, qui a des envies, mais enfin un certain nombre, pas mal d'envies, mais sans qu'il y en ait une où elle se dise, enfin c'est ça, c'est mon rêve, j'ai le truc parfait et du coup je sais qu'il faut que j'y aille, et qui en fait du coup est un petit peu aussi enfin on en parlait plus tôt, mais dans cette attente de se dire de trouver le bon truc et procrastine en attendant. Yes, bah ça serait, ça dépend du. Moi, cette personne, je lui dirais de. Ce qui est sûr, c'est qu'elle peut rester dans ce schéma pendant 20 ans, en fait. Déjà, c'est prendre conscience que ce schéma, elle peut y rester pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ça va. Mais une fois, je me suis fait coacher, en fait. Et j'ai hésité à me faire coacher et tout. Et je dis à la personne en face de moi qui me dit, euh, je lui dis, ah, j'hésite et tout. Et elle m'a répondu une phrase. Elle m'a dit, attention à pas attendre d'avoir marre d'en avoir marre. Et, euh, et souvent, on laisse les choses aller jusqu'à vraiment un point de rupture. Et aujourd'hui, cette personne a la possibilité de continuer son job, par exemple, tout en commençant quelque chose d'autre. Ce qui est sûr, c'est que peut-être dans 6 mois, elle aura plus la possibilité de faire ça tellement elle détestera son job. Donc, c'est commencer aujourd'hui, euh, voir quelle est la première petite action qu'elle peut faire vers la chose, soit parmi les différents projets qu'elle a, soit la chose qui l'inspire le plus aujourd'hui, soit la chose qui est la plus facile aujourd'hui. Euh, Parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, je savais que le marketing, ça m'a passionné dès le début, mais à l'époque, euh, ça m'a passionné dès le début, mais je savais que pour moi, ça serait difficile de m'imposer sur le marché du marketing si j'avais pas déjà une expérience. Donc pour moi, c'était plus facile de lancer la pâtisserie et derrière de lancer le tennis, parce que j'étais déjà reconnu sur ces milieux-là, que de lancer le marketing. C'est plus facile et du coup, c'est important de voir qu'est-ce qui est le plus facile à commencer maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu commences pas maintenant, il n'y a pas de raison que tu commences dans 3 mois. Et plus tu vas attendre, c'est comme aborder une fille. C'est comme, je sais pas si c'est un mec ou une fille, si elle peut se reconnaître à travers ça, mais c'est comme aborder une fille. Aborder une fille, si tu vas direct, ça passe. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais ça passe. Si tu commences à réfléchir à ce que tu dois dire et tout, plus tu réfléchis, plus tu te sens mal. Et t'as peur alors que t'es à 20 mètres d'elle, qu'elle sait même pas que tu la regardes, quoi. Alors que si tu vas direct, bah, ça se passe beaucoup mieux. Et c'est pareil pour une réorientation, quoi. Et ce serait vraiment cette 5 second rule. Je sais pas si tu la connais, cette règle des 5 secondes. Yes. 5, 3, 2, 1, go. Et c'est pareil, je pense. Et ce serait aussi d'investir sur soi et voir si elle a besoin de se faire accompagner. Bah, de se faire accompagner parce que parfois, un coach, quelqu'un qui a déjà fait le chemin peut énormément nous aider ou d'être dans un groupe de personnes qui en avance sur nous peut énormément nous aider. Voilà. Yes. Bah, merci à toi du coup pour ce dernier message, pour tout ce partage. J'ai trouvé ça très riche. Et puis, merci à tous ceux qui nous regardent ou nous regarderont. Et une très belle journée à tous. Salut. Ciao.